Eh bien, bonjour et bienvenue sur Divergence Politique. Alors, aujourd'hui, dans Divergence Politique, on a la chance d'accueillir Samuel Grenier, qui est l'un, justement, des participants des productions France-Québec. France-Québec, alors les productions France-Québec, je mets le lien en bas dans le texte qui va avec cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour vous renseigner sur l'actualité des productions. Vous faites, Samuel, des choses extraordinaires. On vous a vu notamment lors des élections présidentielles américaines. Vous avez eu une couverture incroyable. C'était vraiment fantastique. Oh oui, une belle expérience. Et puis, nous sommes dans les sujets hors sentier. Donc, on a traité justement la présidentielle américaine comme nous aurions aimé que les médias conventionnels la traitent. Alors, on a créé notre propre production et pendant 13 heures, on a pu suivre l'évolution des élections en direct avec les gens que nous avions postés aux États-Unis même en direct pour nous rapporter les faits. Oui, quand vous faites les choses, vous les faites pas à moitié. C'est des lives de toute la nuit avec des intervenants qui sont en Floride, en Californie, Et à Washington, à oui. Washington. Enfin voilà. Ouais. Donc excellentissime. C'est vraiment un sacré boulot que vous faites. Alors aujourd'hui, je me suis dit, on a une actualité quand même que l'on parle assez peu finalement. Moi, j'ai intitulé cette émission Canada, l'autre front. Donc finalement, depuis quelques années, le Canada, qui est un pays pourtant si discret, est sous le feu des projecteurs. Ça a été notamment le Canada le fer de lance contre la lutte Covid-19. Ça a été le fer de lance en soutien à l'Ukraine, avec des événements peu glorieux, notamment la visite au Parlement canadien d'un ancien nazi. Donc il y a quand même eu un petit peu je dirais des situations un peu périlleuses médiatiquement. Et puis désormais, en fait, le Canada qui est promis par Donald Trump a un avenir états-unien, donc ce pays qui est dirigé par le fameux gouverneur Trudeau, va finalement bientôt connaître des élections, notamment au sein du Parti libéral du Canada, le PLC. Donc, je voulais faire avec vous, Samuel, un état des lieux. Que se passe-t-il au Canada? Comment va le pays politiquement? Bon, le pays, je vous rassure, il est toujours aussi grand et toujours aussi vulnérable au marché américain parce que nous sommes les voisins des Américains et nous avons nous avons des industries qui sont interconnectées avec les Américains. Donc, nos entreprises chez nous échangent des milliards chaque jour avec les entreprises américaines. Et puis, c'est souvent une production sera amorcée, par exemple, aux États-Unis, continuer au Canada et terminer aux États-Unis ou vice-versa. Donc, nos économies sont interreliées, nos services conseils également le sont, nos normes sont souvent les mêmes ou elles se voisinent très bien, elles s'adaptent facilement. Mais là, voilà que Donald Trump, depuis qu'il est arrivé, utilise des mots, utilise des concepts qui en font une espèce de protectionnisme et puis dans le but, et son but avoué, parce qu'il faut connaître Donald Trump pour savoir qu'il peut dire quelque chose, mais ce qu'il peut penser est très important également. Il veut assurer une protection de son territoire, une protection également de ses marchés et il va tenter par tous les moyens qui sont possibles de délocaliser des entreprises, des industries qui sont ailleurs, qui fournissent des produits ou des services aux États-Unis en vue de réindustrialiser son pays. Pour lui, l'enrichissement de son pays va passer par une meilleure production à l'intérieur même de son territoire et pour ça, ben, il menace le Canada avec une guerre tarifaire. Il a lancé cette idée qui va imposer des tarifs. D'ailleurs, c'est son mot préféré du dictionnaire, il l'avoue lui-même, des tarifs pour protéger son marché. Et ce qui est intéressant, c'est de voir nos hommes et nos femmes politiques réagir à tout ça. Parce qu'il faut comprendre que des guerres tarifaires, il y en a souvent eu. Il faut comprendre que des tarifs, ça a toujours existé. Le Canada en impose lui-même sur une multitude de pays. Mais voilà que la réaction de nos politiciens est tout à fait hors contrôle, absurde. Et puis, si on analyse un peu leur position, ben, on se rend compte qu'ils ne sont pas préparés et qu'on n'a vraiment pas la classe politique qui est apte à faire face à un Donald Trump hyper puissant de l'autre côté de la frontière.
Alors, je vais vous rassurer, côté français, on n'a pas la classe politique non plus qui est apte à être au niveau des événements mondiaux que l'on vit depuis quelques années. Donc, on va Oui, pas mais vous... c'est que ça va donner ça va créer des conséquences Ah oui. financières qui vont toucher l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Canada parce que notre façon de répliquer à Donald Trump, c'est absolument absurde. Je veux dire, Donald Trump veut imposer et impose depuis minuit hier des tarifs sur les importations, sur les exportations que nous faisons aux États-Unis, donc sur leurs importations en provenance du Canada. Et ce que ça donne comme conséquence, c'est que les Américains vont payer plus cher leurs produits, leurs services qu'ils vont acheter du Canada. Mais avec le taux de change qui est en leur faveur, même en imposant une tarification supplémentaire de 25 %, ils vont quand même avoir à rabais la fourniture qu'on pourrait leur servir. Donc, déjà, on n'enseigne pas aux gens, on n'explique pas aux gens que c'est toujours amoindri par le fait que le dollar américain est très puissant par rapport et très valorisé par rapport à notre dollar canadien. Ça, on ne l'explique jamais et les médias s'en font à cœur joie de faire une mauvaise propagande justement pour aller chercher l'opinion des gens. Jamais on va mentionner aux gens que tant que notre dollar est si faible, les Américains étant avantagés, même s'ils paieraient une tarification de 25 % supplémentaire, un, c'est à eux qui nuisent, et deux, ils sont capables de le supporter en raison de ça. Et la façon de répliquer pour nous, pour nos politiciens, bien, imaginez-vous que ça va être d'imposer à notre tour des tarifs sur les importations que nous faisons des États-Unis. Donc, on vient dire aux citoyens, aux Canadiens, on va faire augmenter la marchandise, le prix des marchandises que vous allez payer. Donc, non seulement nos entreprises vont produire moins parce qu'elles vont se retrouver avec une guerre tarifaire avec les États-Unis qui va protéger le marché américain. Donc, ça se peut qu'on ait à produire moins de produits, d'items pour fournir aux États-Unis. Mais en plus, les produits que vous allez acheter des Américains, et on parle de 155 milliards de dollars, on va augmenter ça, on va vous taxer de 25 %. Donc, voyez-le comme vous voulez, là, mais si on parle que de chiffres, on va créer une récession au Canada si on continuait comme ça à avoir des entreprises qui produisent moins pour le marché extérieur. Et en plus, ben, on va créer une inflation sur nos prix, une augmentation de l'indice des prix sur une majorité de produits ici pour les Canadiens. Donc, c'est à ne pas comprendre les stratégies financières, les stratégies fiscales non plus de nos politiciens. C'est à comprendre qu'ils ne comprennent rien finalement. Ou peut-être qu'ils suivent un agenda différent. On a beaucoup parlé des Young Leaders sur cette chaîne. Trudeau, on n'est pas forcément éloigné de beaucoup. Justement, si on revient sur la question politique canadienne, quelle est la situation aujourd'hui politique au Canada? Comment ça se passe? Quel est l'avis des populations? Est-ce que c'est un sujet tendu et conflictuel ou est-ce que finalement il y a un grand agreement des Canadiens derrière justement le PLC et Trudeau? Non, il faut comprendre qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité du mainstream, celle que nous entendons, que nous sommes, pour laquelle nous subissons une propagande. On a l'impression ici qu'on revit les premières semaines, les premiers mois de la période de la pandémie COVID-19. On a l'impression, alors on donne lieu à de faux experts, à de toutes sortes de théories. On comprend également que les médias sont là pour augmenter la peur chez les gens afin qu'on puisse identifier le problème, d'identifier la menace. Au lieu d'avoir la menace en COVID-19, nous avons maintenant la menace qui est Donald Trump. Et puis, nos politiciens se présentent en sauveurs et leur méthodologie est cette contrôle, ne vous inquiétez pas, on va imposer des mesures, mais ne vous en faites pas parce qu'on va vous taxer on va vous charger, on va vous taxer de façon mirobolante, 25 % de plus, mais
nous allons en profiter pour redistribuer de l'argent à des entreprises qui en auront besoin. On a un plan pour ces entreprises-là et ça va justifier que nous soyons encore plus en déficit que nous l'étions. Alors, on revit les mêmes séquences que ce qui est arrivé avec la COVID-19. Et évidemment que c'est très polarisé. Donc, nous avons une gang de gens qui suivent les indications de la propagande, qui vont écouter les nouvelles du mainstream et qui vont assumer les propos qui sont mentionnés, la peur, la crainte, présenter Trump comme la menace. Et nous avons le milieu en parallèle, celui des médias alternatifs qu'on représente, vous et moi. Et ces gens-là sont informés d'une façon différente. Ils auront moins peur, ils comprennent plus la macroéconomie, ils vont comprendre beaucoup plus l'ensemble des éléments qui composent l'équation, des variables qui composent l'équation, et ils seront moins amenés à avoir une peur, mais ce qui, moi, dans le fond, me dérange, c'est de voir que les gens vont arriver avec toutes sortes de mesures en pensant que ça va changer la donne. Comme exemple, une campagne de boycottage de nos produits ici américains, en pensant qu'on a peut-être un impact sur la production américaine, alors que c'est de dépenser notre énergie tout simplement dans des idées qui ne sont pas bonnes, de dépenser notre énergie dans des actions qui ne mèneront nulle part. Et j'entends pas, comme pendant la COVID, j'entendais aucun spécialiste parler de notre système immunitaire, de s'assurer que personne ne soit isolé, mais de s'assurer que tout le monde puisse continuer sa vie et puis que les entreprises ne tombent pas au combat. J'entendais pas parler de ce que l'économie pouvait apporter de plus. Présentement, je n'entends pas parler du fait qu'il faut rendre nos entreprises plus performantes, il faut les robotiser, il faut s'assurer qu'on coupe les barrières, qu'on enlève les barrières réglementaires d'une province à l'autre. Vous savez, le Canada, ce sont des provinces différentes, mais entre les provinces, il y a des tarifs. Entre les provinces, il y a des règlements qui font que nous ne sommes pas capables de faire affaire avec la province voisine facilement. Mais vous savez quoi? On commence à en parler un peu, mais on ne mise pas là-dessus. Moi, une bonne stratégie avec des politiciens qui auraient été forts, avec des politiciens d'envergure, j'aurais aimé entendre un politicien parler de « Parfait, Donald Trump veut nous faire la vie dure, ben on va rendre nos entreprises tellement performantes, tellement hautes, tellement efficaces, que même avec des tarifs, elles vont être compétitrices sur la scène internationale et nous allons nous associer, nous allons aller chercher les robots en Chine qui vont nous permettre de rendre nos entreprises tellement performantes, tellement enviables que ce sont les autres qui vont vouloir faire affaire avec nous parce que nous allons les clencher en bon québécois. Donc, on n'entend pas ce discours-là. Et pendant la pandémie, on n'entendait pas non plus le discours qu'il fallait rendre les gens en meilleure santé pour affronter un virus, justement. Mais on avait une solution. Pendant la pandémie, la solution était la vaccination pour tous. Peu importe ce que vous en pensez, vous devez vous faire vacciner parce qu'on répond à une menace avec une seule solution qu'on ne peut pas remettre en question. Mais là, présentement au Canada, on nous présente la guerre tarifaire avec l'imposition des contre-mesures ici sur nos produits comme étant la seule solution et que nous devons répondre très, très fortement aux menaces de Donald Trump. C'est à s'y méprendre et puis c'est dommage parce que ça donnait une belle occasion pour tous les Canadiens d'en apprendre beaucoup plus sur l'économie et sur l'économie intégrée d'un pays à l'autre parce que, comme je vous le disais en entrée, nous sommes dans un milieu très concerné avec les États-Unis. Nous faisons partie d'un pacte de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et nous avons besoin des deux autres pays pour compléter notre production ici annuellement. On ne peut pas se passer ni des États-Unis ni du Mexique. Et c'est dommage que nos politiciens n'en prennent pas acte.
Hmm. Alors justement, à 10 jours de l'élection du successeur donc de Justin Trudeau par les militants du PLC, j'en parlais, le Parti libéral du Canada, et après finalement 2 débats télévisés qui ont été qualifiés d'intenses par les médias que moi j'ai trouvé extrêmement plats. La course à la direction du parti semble finalement se cristalliser autour de 2 figures majeures qui sont Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur notamment de la Banque du Canada, et de Chrystia Freeland, qui est l'ancienne numéro 2 de l'exécutif. Alors, ces 2 candidats entretiennent d'ailleurs des liens personnels extrêmement étroits et sont désormais favoris pour diriger le gouvernement à partir du 9 mars prochain. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette course au PLC? Bon, finalement, il s'agit d'un couronnement. Chrystia Freeland était là pour valoriser, pour mettre en valeur Mark Carney, parce que de toute façon, les médias ici ont choisi Mark Carney. Donc, c'est lui qui sera couronné et puis ce sera le prochain premier ministre. Et nous avons des raisons de nous inquiéter de Mark Carney parce qu'il incarne ce que Trudeau était, parce qu'il était un proche conseiller, parce que c'est lui qui est derrière toute l'organisation des mesures à la COVID, etc. Donc, pour nous, pour les gens plus conservateurs, évidemment que ce n'est pas une bonne figure pour nous. Mark Carney sera couronné premier ministre sans jamais avoir eu un seul bulletin de vote dans une boîte. Et ce que je trouve un peu spécial, c'est que le Canada est capable de critiquer d'autres pays en traitant lorsque je cherche le mot là, un pays je cherche le mot, mais lorsqu'on ne respecte pas la démocratie, excusez-moi, lorsqu'on ne respecte pas la démocratie, c'est ça, oui, c'est ça, on est là pour critiquer et puis on reproche à Trump d'être un dictateur, etc. Mais ici, au Canada, nous serons dirigés par un premier ministre qui n'aura jamais reçu un seul bulletin de vote. Donc, on pense et on a de bons indices pour penser qu'il y aurait des élections qui seraient déclarées le lendemain de son couronnement, donc afin que nous puissions élire d'ici la fin avril un prochain premier ministre en fonction d'un tour de votation, d'élection dûment géré. Donc, on va quand même vers une politique au Canada qui va être la continuité de ce qu'a fait Justin Trudeau ces dernières années. Il n'y a pas, comme aux États-Unis, justement, de grands bouleversements politiques à prévoir. Ben, on s'en va vers un gouvernement plus conservateur. Donc, notre prochain gouvernement élu là, au terme d'une élection, présentement, en date d'aujourd'hui, quand je vous parle, le favori, c'est le représentant du Parti conservateur, le chef du Parti conservateur du Canada. Donc, on suit ce qui se passe dans les autres pays. Donc, un gouvernement plus conservateur. Qui n'est pas le vrai conservateur. Il faut s'entendre. Nous avons un pays nous avons un parti beaucoup plus à droite qui est représenté par Maxime Bernier, mais qui est très impopulaire. Donc, qui ne va pas chercher beaucoup parce qu'il n'est pas visible, parce que les médias ne lui accordent aucun temps de glace. Nous ne le voyons jamais dans les médias. Il ne peut jamais s'adresser aux gens, mais qui représente beaucoup plus l'idéologie qui est derrière un Donald Trump, par exemple. Et que si les gens connaissaient, ben, il y aurait plus de gens qui l'appuieraient. Donc, on va se contenter d'un parti conservateur qui sera peut-être élu minoritaire. Donc, la balance du pouvoir sera où? Si c'était le cas. Et s'il est majoritaire, bien là, on s'entend que pour les 4 prochaines années, nous aurons un conservateur très centré. Ça ne sera pas dangereux pour personne. Il n'y a personne qui va en perdre son tête. Alors, toute dernière question pour finir finalement cet entretien. Il y a une personnalité qu'on aime énormément. Alors, je dis ça, c'est extrêmement ironique dans ma bouche. C'est Justin Trudeau. C'est quelqu'un qu'on admire énormément, le grand ami d'Emmanuel Macron, qui est aussi l'une de nos idoles sur ces 2 chaînes. C'est quoi son avenir à Trudeau? Vu de France, c'est quelqu'un qui a été extrêmement
négatif pour l'équilibre mondial et la paix, notamment on le voit sur la question ukrainienne, notamment par sa présence à Londres, au sommet de Londres, où on se demande en fait pourquoi le Canada vient dans ce type de réunion. C'est quoi l'avenir d'une personnalité comme Trudeau? Bon, Justin Trudeau, moi, je le vois réellement sur un poste à l'international qui va peut-être, je le vois plus là. Écoutez, on peut vous en faire cadeau, là, Non, nous, merci. parce que son cousin, c'est réellement Emmanuel Macron. Oui. Les deux ont beaucoup de similitudes entre les deux. Et puis, pour nous, il est aussi inutile qu'Emmanuel Macron a été inutile pour vous. Donc, je vais vous laisser juger votre président. Mais en ce qui nous concerne, nous, ici, il n'y a personne qui va lui faire un party de départ. Il a nuit considérablement à la cause canadienne à l'international. Il a nuit à notre réputation. Mais j'imagine qu'il a quand même créé ses liens à l'international pour se payer par la suite un poste de représentant quelconque, parce que ces gens-là, de toute façon, ils sont méprisants pour le peuple. Ce sont des gens qui se mettent volontairement au-dessus de la population. Donc, c'est pas moi qui va rédiger sa lettre de recommandation, mais par contre, si un autre pays veut l'avoir, aucun problème. Je pense que nous serions plusieurs à s'offrir pour aller le reconduire à l'aéroport. Eh ben, nous, on l'accueillera pas à l'aéroport à l'arrivée. Donc, en espérant, on a nos propres problèmes. Hein. On a Emmanuel Macron. Donc, si on peut se dispenser de rajouter Trudeau par tout ça, je sais qu'il parle français et que, bon, voilà, ça pourrait être une alternative pour lui, la French Riviera. Mais bon, merci, gardez-le. Samuel Grenier, 1000 fois merci. Je rappelle que pour suivre votre actualité et tout ce que vous faites, c'est extrêmement brillant et pertinent. Donc, j'invite tous les gens qui nous suivent également à vous suivre. Le lien des productions France-Québec est donc dans le texte qui est en dessous de cette vidéo. Et puis, Samuel Grenier, je vous dis à très bientôt pour qu'on puisse commenter l'actualité nord-américaine d'une manière plus globale. À très bientôt. Merci. Merci et à bientôt. Au revoir.